Bonjour, son visage s'affiche à nouveau en une des journaux. Donald Trump triomphe dans l'Iowa, première étape vers l'investiture républicaine aux États-Unis. On est à 10 mois de l'élection présidentielle et jamais l'ancien président n'a semblé aussi près de réussir son pari, revenir à la Maison-Blanche 4 ans après en avoir été chassé par les électeurs. Un scénario inédit depuis Grover Cleveland. Seulement voilà, un obstacle se dresse encore sur sa route. Pour la deuxième fois, Joe Biden est-il en mesure de l'emporter? On va en parler avec vous, Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Vous êtes également l'auteur d'Europe, la solidarité contre le naufrage. Mais d'abord, retour à cette première primaire, ou plutôt un caucus. Les républicains dans l'Iowa ont largement choisi Trump face à 5 adversaires. Alors avec Joe Biden, le duel des vétérans semble désormais bel et bien lancé. Reportage signé Franck Genozo pour France 2. À 10 mois de l'élection, tous les sondages promettent le même casting qu'il y a 4 ans. Un duel de vétérans où les outrances sont déjà quotidiennes. On est passé de Joe l'endormi à Joe l'escroc. Une impression de déjà-vu et une campagne où tous les coups semblent permis. C'est un loser. D'un côté, Joe Biden, 81 ans, sans vrai rival chez les démocrates et qui se pose en dernier rempart des valeurs de l'Amérique. La démocratie est toujours une cause sacrée. De l'autre, Donald Trump, qui n'a que 4 ans de moins, mais qui ne manque jamais une occasion de moquer l'âge et la démarche de son rival. Vous avez vu comme il marche? Je vous le refais. Y compris dans ses clips de campagne où la Maison-Blanche est présentée comme une maison de retraite. Maison-Blanche, l'endroit où les résidents sont traités comme des présidents. L'ancien président applique la stratégie qu'il avait fait élire en 2016, la provocation permanente. On m'a dit, est-ce que vous serez un dictateur? J'ai dit non, 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 sauf le premier jour. Je ferme la frontière et je creuse des puits de pétrole. Dans des clips aux codes hollywoodiens, les démocrates brocardent sa soif de revanche et ses penchants autoritaires. Les 4 procès qui l'attendent cette année seront pour lui autant de tribunes. La vente de produits dérivés avec sa photo judiciaire lui a déjà permis de collecter des millions de dollars pour sa campagne. Une victoire nette dans l'Iowa confirmerait son statut d'immense favori pour l'investiture républicaine. Et il est dans l'Iowa pour France 24. Mathieu Mabin, ce que vous avez vu là-bas, Donald Trump est-il déjà le candidat quasi désigné des républicains à la Maison-Blanche ? Il faut bien reconnaître que le score de Donald Trump a surpris ses opposants ici en Iowa. Donald Trump voulait 50% et alors que bien peu d'observateurs jugeaient cela crédible, ce résultat met globalement un terme aux ambitions des concurrents républicains de l'ancien président. On l'a compris, mais surtout inquiète considérablement le camp démocrate. Un Donald Trump aussi fort ici en Iowa, l'État qui traditionnellement donne la tendance générale d'une élection présidentielle, va nécessairement provoquer une secousse dans l'entourage de Joe Biden. Un Joe Biden qui, comme on le sait, est loin de faire l'unanimité comme candidat dans son propre camp. Et au regard des chiffres de cette nuit, la tendance soulignée par les observateurs ces dernières semaines et ces derniers mois se confirme. En l'état actuel des choses, Donald Trump est un candidat fort et si l'on met de côté les risques de disqualification qui pèsent sur lui, l'hypothèse d'une victoire le 5 novembre prochain n'est pas du tout à écarter, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, s'il se trouve face à Joe Biden. Mais attention, nous sommes à 10 mois du scrutin, on le rappelle, et même s'il faut prendre cet épisode de l'Iowa très au sérieux, évidemment, tout peut encore arriver. Joséphine Staron, il a plié le match, Donald Trump? Non, en fait, sa victoire dans l'Iowa, ce n'était pas une surprise. Les sondages l'indiquaient déjà largement gagnant, mais l'Iowa, c'est le premier scrutin. Il va y en avoir de nombreux autres, ça va aller jusqu'à l'été. Donc, ça va peut-être être un peu plus difficile pour lui dans certains États. On y a le New Hampshire et la Caroline du Sud, notamment, dans lesquels la candidate Nikki Haley est plus favorite, c'est un peu son territoire, donc elle part avec quelques points d'avance. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la victoire potentielle de Donald Trump aux primaires républicaines n'implique pas nécessairement la victoire de Donald Trump le 5 novembre lors de l'élection présidentielle. Donc, mais en tout cas, pour la primaire, ça semble bien parti pour l'investiture. Disons que le fait qu'il y ait 2 candidats face à lui, de toute façon, ça divise les voix. Donc c'est un avantage pour lui, certain. Qu'est-ce qui explique qu'il fascine autant qu'il divise les Américains ?
Dans le vote pour Donald Trump, il y a une vraie part d'irrationnel. C'est pour ça qu'on a souvent du mal à comprendre ce qui motive derrière non pas simplement le soutien à travers les urnes pour Donald Trump, mais un soutien parfois hors du commun qui va jusqu'à des violences, jusqu'à des manifestations, jusqu'à des slogans parfois absurdes. Et en parlant de slogans, on a le fameux slogan de Donald Trump, « Make America Great Again ». C'est pas qu'un slogan, c'est le fait que Donald Trump s'est appuyé sur une peur réelle des Américains. De dépossession, en fait. De dépossession, du déclassement, de manque de liberté, d'une Amérique qui ne serait plus la leur, finalement. Et il joue sur cette peur, il joue sur l'irrationnel. Face à lui, Joe Biden semble de plus en plus faire son âge. Et il n'y a pas là un problème de candidat chez les démocrates? Alors, ce qui est certain, c'est que traditionnellement aux États-Unis, le candidat sortant est le candidat légitime pour le parti au pouvoir. L'âge est un problème pour Joe Biden. On a eu quelques exemples ces derniers mois, ces dernières années d'ailleurs, où on le sentait parfois un peu faible, un peu fatigué. Et bien sûr, les républicains jouent là-dessus. Mais il y a aussi une affaire de politique intérieure qui pose problème aujourd'hui. Joe Biden est décrié dans son propre camp démocrate pour sa politique en faveur d'Israël. Notamment, beaucoup le lui reprochent dans un sondage récent. Plus de 70% des jeunes Américains, donc des moins de 29 ans, critiquent et dénoncent sa politique en faveur d'Israël. Et il faut savoir qu'en 2020, Joe Biden avait été élu grâce au vote des moins de 29 ans. Ouais, alors bien sûr, pour en arriver au duel final, il faut passer par une véritable course d'obstacles, ça s'appelle les primaires. Elles viennent de commencer dans l'Iowa, avant le New Hampshire dans la semaine qui vient. Comment ça marche, Antoine Fenot? Alors les primaires, vous l'avez dit, le but c'est de désigner pour chaque camp le candidat à la présidentielle qui se tient donc en novembre de la même année. C'est un long chemin, vous l'avez dit, qui débute traditionnellement avec ce caucus dans l'Iowa, côté républicain en tout cas, noté. Et c'est important de le préciser que les caucus ne sont pas systématiques. Il s'agit, vous allez le voir ici sur cette photo que j'ai sélectionnée pour vous, il s'agit d'abord d'échanges, de réunions, de délibérations des militants, d'abord face à leurs candidats qui ensuite votent. Ça, c'est une photo de Ron DeSantis avec des militants républicains. Dans d'autres États, les électeurs ils votent directement pour leurs candidats. Mais attention, ici, pas question de suffrage universel direct. Le vainqueur empoche, comme lors de la présidentielle, des délégués. Et ces derniers voteront pour lui lors de la convention du parti. Et comme lors de la présidentielle, chaque État fournit un nombre de délégués plus ou moins important en fonction de son poids démographique. J'ai sélectionné ici pour vous la carte des républicains. Ça, ce sont les délégués républicains. Et vous voyez des États qui pèsent très lourd en termes de population. On peut penser notamment au Texas, qui est souvent un État quasiment acquis à la cause des républicains, mais aussi la Californie, qui est traditionnellement démocrate, donne tout de même 169 délégués. Et alors, le grand rendez-vous qui va sceller d'une certaine manière, en tout cas donner un avantage décisif à l'un des candidats, c'est ce qu'on appelle le Super Tuesday, car lors de ce Super Mardi, qui se tient le premier mardi du mois de mars, un grand nombre d'États votent en même temps pour leurs délégués. Il y en a 17 au total, et vous voyez des États de poids, encore une fois, on voit le Texas, on voit la Californie, qui, vous le voyez, vont donner entre 200 et voire même plus de 300 délégués chacun, et d'une certaine manière, ça permet de sceller d'une certaine manière les jeux. Vous voyez ce graphique réalisé par les journalistes du New York Times. Vous voyez ici le début de les primaires avec ce fameux caucus dans l'Iowa, à la fin la convention nationale du parti, et au milieu le Super Tuesday, vous voyez, qui donne un énorme avantage au candidat qui réussira à cette occasion-là à rafler la mise. Eh oui, Antoine, et c'est donc un vote, on l'aura compris, État par État, tout comme la présidentielle, où tout se joue même quartier par quartier. Prenez New York par exemple. L'île de Staten Island fait figure d'exception dans ce bastion démocrate qu'est la Big Apple. On y vote républicain, presque une anomalie. Reportage signé Fanny Chauvin. Lois et John ont vécu dans un de ces appartements dans les années 70. À l'époque, ces immeubles appartenaient au père de Donald Trump. Appartement 6E, 265 Mill Road. Il se promenait dans le quartier. Il venait ici et il surprenait les gens. Il est grand, très grand. Désormais, le couple vit de l'autre côté de la rue, dans cette maison. Et ils affichent fièrement leur couleur politique. Joe Biden devrait être dans une maison de retraite et Donald Trump à la Maison-Blanche. Les retraites ont été détruites, les prix ont doublé. Les gens ne peuvent plus devenir propriétaires. Pour ce couple, les procès de Donald Trump font de lui une victime d'une chasse aux sorcières. Ils ont tellement peur de lui qu'ils le veulent en dehors de New York. C'est ridicule. Au centre commercial, le discours est le même. Je pense qu'il est totalement innocent. Ils veulent juste l'attraper.
C'est une grande ville pro-Trump, tout le monde veut qu'il revienne ici, ils veulent que l'économie soit meilleure. Joséphine Staron, on comprend en écoutant ces électeurs ce qu'est le cœur de l'Amérique pro-Trump. En quoi sont-ils différents des autres New-Yorkais? Pourquoi eux votent-ils républicains? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des clivages très très forts aux États-Unis et que c'est un monde presque bipolaire avec les démocrates et les républicains. Traditionnellement, les centres urbains sont davantage acquis aux démocrates qu'aux républicains, mais il y a d'autres clivages qui rentrent en ligne de compte, notamment le vote blanc, le vote des minorités, le vote des hommes, le vote des femmes, et puis il y a des différences socio-économiques qui sont importantes. En 2020, Donald Trump a gagné son élection, notamment grâce au vote des populations les moins éduqués et les plus pauvres. Et là, on voit bien dans ce reportage que ceux qui, sur cette petite partie de New York, veulent voter Donald Trump, ils mettent en avant la thématique du pouvoir d'achat, de l'économie, leur mode de vie même qui serait impacté depuis l'élection de Joe Biden. Donc, ce qui compte pour eux, c'est davantage des considérations économiques et sociales, tandis que dans d'autres États, notamment dans les États du Sud, ce seront plutôt des questions liées à l'immigration, notamment, ou à des enjeux sécuritaires. On les entendait parler de justice. Il est convoqué à pas moins de 4 reprises devant la justice dans les prochains mois, Donald Trump, pour association de malfaiteurs, corruption, conspiration, fraude électorale, mise en danger de la défense nationale. La moitié des électeurs américains, ceux qui disent vouloir voter pour Donald Trump, si l'on en croit les sondages, n'ont-ils à ce point plus confiance dans leur justice qu'ils sont prêts à élire un président même condamné? Alors, il y a effectivement une défiance qui augmente envers les institutions américaines et Donald Trump joue parfaitement sur cette défiance. Pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'il est accusé de quelque chose, il renverse la rhétorique et il dit « Regardez, je suis victime d'accusations malhonnêtes d'un État illégitime ». Rappelons qu'il considère que Joe Biden a volé l'élection, même s'il n'a pas avancé de preuves concrètes pour qu'on vérifie tout ça. Donc, quelle que soit finalement l'accusation qui lui est portée, il arrive à renverser la tendance et à se faire passer pour une victime. Et ce discours-là, oui. On en revient à l'irrationalité qui peut être liée au vote pour Donald Trump, pour une certaine partie de ses électeurs les plus fanatiques, on va dire. C'est très intéressant parce qu'il s'impose comme celui qui dit la vérité, comme celui qui va les protéger contre les mensonges des autres. Or, on sait très bien que Donald Trump diffuse massivement des fake news, des mensonges, est accusé de diffamation d'ailleurs dans un certain nombre d'affaires. Et pourtant, à chaque fois, eh bien, ça vient le renforcer et renforcer sa crédibilité, paradoxalement. Oui, on a là presque un narratif alternatif de la réalité que vivent par ailleurs beaucoup d'Américains. Merci beaucoup, Joséphine Staron. Vous restez avec nous. On en reparle plutôt dans un instant, juste après un journal sur France 24. Suite du monde dans tous ces États avec la directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia, Joséphine Staron. C'est peut-être ce qui explique le succès de Donald Trump, son retour en grâce auprès d'une partie des Américains. La violence est devenue un véritable fléau, alors qu'elle avait largement baissé lors des décennies précédentes. Ainsi, Washington, la capitale fédérale, est devenue celle du carjacking, une pratique qu'on croyait pourtant réservée aux zones de non-droit de pays comme le Venezuela. Reportage signé Franck Genozo pour France 2. Dans la banlieue chic de Washington, il y a un mois, le propriétaire de ce restaurant a été victime d'une attaque. Ça s'est passé ici. J'avais garé ma voiture juste devant. Ils m'ont suivi jusqu'ici et se sont arrêtés là. Il est minuit, la caméra de son véhicule filme la scène. Un homme, arme au poing, se précipite pour lui dérober les clés de sa voiture de sport. Ils m'ont frappé à la tête avec la crosse. Alors j'ai dit OK et j'ai donné les clés. Un des voleurs s'installe alors au volant, pendant que les autres remontent dans le premier véhicule, une arme toujours bien en évidence. Mais les braqueurs vont finir par s'enfuir pour une raison inattendue. J'ai une boîte de vitesse manuelle et c'est rare ici. Je me suis dit, apparemment, ils ne savent pas s'en servir. En l'espace de quelques mois, Washington est devenue la capitale du carjacking. 2 fois plus de vols avec violence que l'an dernier, 6 fois plus qu'en 2019, jusque dans le très protégé quartier du Capitole.
Joséphine Staron, comment expliquer une telle explosion des violences? Est-ce la succession des crises, 2008, puis le Covid, ou bien y a-t-il eu laxisme des pouvoirs publics sous Biden, comme le dit aujourd'hui Donald Trump? Alors, il y a forcément plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Déjà, il faut bien voir que c'est pas récent la question de la violence, voire de l'ultra-violence ou de l'insécurité dans les centres urbains. On pense à Miami ou à New York dans les années 80. Voilà, c'est effectivement l'action des maires qui ensuite, des actions décisives qui ont pu permettre notamment à New York, on se souvient de l'action du maire Giuliani, qui avait... dont l'étoile a bien terni en raison de Trump d'ailleurs depuis. Tout à fait, mais qui avait une politique assez dure en répression. Envers le crime. Envers le crime. Tolérance zéro, ça venait de New York à l'époque. Tolérance zéro. Alors on n'y est pas effectivement dans d'autres villes comme Washington ou on peut parler de San Francisco, de Seattle aussi, qui sont des villes démocrates. Et alors est-ce qu'il y a un laxisme de la part des démocrates? On ne peut pas nécessairement parler de laxisme, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en raison de la polarisation des États-Unis, il y a une idéologie, que ce soit dans les villes républicaines ou dans les villes tenues par les démocrates, l'idéologie a l'air de prévaloir sur le pragmatisme. Et concernant des villes qui sont tenues par des démocrates depuis un certain nombre d'années, eh bien, effectivement, les questions d'insécurité n'étaient pas prioritaires, ce qui peut expliquer aussi le regain des violences. Mais il y a d'autres facteurs, notamment des facteurs politiques. Donald Trump lui accuse même le mouvement Black Lives Matter d'avoir libéré les violences. On a effectivement assisté à des scènes de pillage. Alors, on a assisté à des scènes assez inédites et auxquelles on ne s'attend pas dans un pays occidental, un pays développé comme les États-Unis. Le mouvement Black Lives Matter, il part quand même d'un autre type de violence, qui sont les violences policières, qui jusqu'à là n'étaient pas si décriées que ça, et surtout pas par le camp des Républicains, ce qui mettait en colère, et avec une colère assez légitime, les autres, et notamment les partisans et les militants des droits civiques. Donc oui, le mouvement Black Lives Matter a été une forme de libération de la parole, mais aussi une libération de la violence. Et cette violence, elle est d'une certaine manière légitimée pour tous les mouvements. Lorsque le président Donald Trump justifie les attaques sur le Capitole, finalement, c'est que le pouvoir politique, le pouvoir institutionnel lui-même reconnaît la légitimité de ces violences. Donc ça va très très loin aux États-Unis aujourd'hui en termes de violence. En tout cas, l'élection présidentielle américaine est scrutée un peu partout dans le monde, et notamment ici même en Europe, où elle pourrait bien redéfinir la nature du lien transatlantique. Alix Le Bourdon à Bruxelles pour France 24. L'Union européenne est-elle prête à affronter les échéances de 2024 ? En ce mois de janvier, la question agite ici à Bruxelles avec une crainte principale pour les Européens, celle de se retrouver livrés à eux-mêmes dans le dossier ukrainien. Alors il y a bien sûr les élections européennes qui approchent avec ce risque d'une percée des partis extrêmes, pour beaucoup opposés au soutien européen à l'Ukraine, mais il y a surtout ce possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vous rappelle que les États-Unis sont le premier donateur d'aide militaire et financière à Kiev, mais l'avenir de ce soutien est incertain puisqu'une enveloppe de plus de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès à cause de réticences de certains élus républicains. Dans ce contexte, une victoire de Donald Trump fait craindre aux Européens que les États-Unis deviennent un allié moins fiable, tout ça alors que l'Union européenne négocie elle-même un fonds de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Mais en décembre dernier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a d'ailleurs félicité Donald Trump pour sa victoire dans l'Iowa, a opposé son veto à cette proposition. Les 27 travaillent désormais à un compromis dont ils espèrent obtenir le feu vert lors du prochain sommet européen extraordinaire le 1er février. Joséphine Staron, Donald Trump avait laissé entendre à Ursula von der Leyen, c'était en 2020, que si l'Europe est attaquée, je cite, « nous ne viendrons jamais pour vous aider et vous soutenir ». Des propos exhumés, voilà, quelques jours par le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. C'est vrai, il a la possibilité de rompre la solidarité au sein de l'OTAN, Donald Trump. Alors, ça paraît difficile à imaginer si l'Europe était attaquée directement, c'est-à-dire si la France, si l'Allemagne ou si un pays de l'OTAN était attaqué, la clause de solidarité devrait d'une manière ou d'une autre s'activer, et les Américains en sont partie prenante. En revanche, Donald Trump ne s'est jamais caché du fait qu'il ne voulait pas soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie s'il était réélu président. Et depuis 2016, il
il dit à l'Europe, investissez vous-même dans votre défense, investissez davantage, ne comptez plus sur l'aide américaine pour votre défense. Alors, est-ce une menace ou une opportunité? Il serait préférable pour les Européens de voir ça comme une opportunité d'investir enfin et suffisamment pour se protéger eux-mêmes, justement dans un cas de figure d'une réélection de Donald Trump en novembre prochain. Et une réélection de Donald Trump qui provoquerait une onde de choc qui dépasserait largement l'Europe. Oui, mais voilà, l'ex-président américain est rattrapé par la justice. On l'a déjà dit, Antoine Fenot. Oui, et c'est quasiment inédit dans la vie politique américaine. Jamais un ancien président n'a eu autant d'affaires qui le poursuivent. Voici ce graphique qui cumule toutes les affaires dans lesquelles Donald Trump ou ses entreprises sont impliqués. Vous voyez ici 15 affaires en cours. Il y en a dans lesquelles qui ont été classées sans suite, d'autres réglées à l'amiable, on va y revenir, d'autres dans lesquelles il a été déclaré coupable. À noter que ce sont des chiffres, vous voyez, qui datent d'août dernier. Mais c'est surtout dans 4 affaires très précisément que l'ex-président américain connaît les ennuis judiciaires les plus sérieux, avec des procès qui pourraient se télescoper avec la date des élections. Il y en a 4, donc juste ici. Il y a d'abord cet achat de vote en Géorgie, également l'assaut du Capitole, et aussi l'affaire Stormy Daniels, qui est donc le nom de cette actrice X, on va y revenir, et aussi l'affaire des documents classifiés qu'il aurait emportés à Mar-a-Lago. Des affaires qui se télescopent donc, et on a un peu du mal à s'y retrouver, à tel point que les médias américains, regardez le New York Times, ils ont fait un graphique pour essayer de se repérer, une espèce de chronologie pour essayer de se repérer dans les affaires, avec le moment où les plaintes sont déposées et au moment où les procès vont avoir lieu. L'un des premiers, justement, qui va avoir lieu, ça concerne l'assaut du Capitole, l'assaut du 6 janvier 2021. Souvenez-vous, lorsque ses partisans avaient donc pris d'assaut le Capitole, et ce procès-là, on connaît sa date, ce sera en mars prochain. Ensuite, il y a l'affaire des documents classifiés qu'il a emportés avec lui après son passage à la Maison-Blanche. Voici cette photo assez savoureuse, il faut bien le dire, de ces documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, au milieu de sa salle de bain, des cartons de documents classifiés. Là encore, on connaît la date de procès, ce sera également en mai prochain. Mais il y a aussi une autre affaire embarrassante, c'est celle lorsqu'il avait tenté de renverser le résultat de l'élection de 2020 en Géorgie. Là, la procureure a proposé une date de procès en début août prochain. Des affaires qui viennent se télescoper, je vous le disais, avec la primaire. Regardez cet autre graphique, les affaires ici sont en rouge, et vous voyez toute cette frise chronologique en noir. C'est le cheminement des primaires républicaines, avec donc le fameux caucus de l'Iowa dont on parlait tout à l'heure, le 15 janvier, et jusqu'à la date de l'élection présidentielle en bas, voilà, qui va peut-être paralyser, en tout cas embêter sérieusement Donald Trump dans sa route vers la Maison-Blanche. Et Joséphine Staron, la Cour suprême pourrait valider les décisions du Colorado et du Maine d'empêcher Donald Trump de concourir, et peut-être de concourir même à l'élection elle-même dans l'ensemble des États. Oui, la décision elle devrait être rendue début février par la Cour suprême. Alors c'est une décision qui est très attendue, notamment par Donald Trump. Il a essayé de repousser l'échéance, et ses avocats essayent de mettre la pression sur la Cour suprême en disant si vous déclarez Donald Trump inéligible, ce sera le chaos aux États-Unis. Alors, la Cour suprême, elle est effectivement à majorité conservatrice, ce qui pourrait indiquer qu'il n'invaliderait pas la candidature de Donald Trump. Néanmoins, ça reste des juges avec on peut dire tout ce qu'on veut sur la Cour suprême, qui ont une forme de conscience quand même professionnelle assez aiguë. Donc, il y aura des débats importants, il y aura des débats vraiment sur le droit, sur le 14e amendement de la Constitution, qui est mis en avant par les États qui demandent la non-investiture de Donald Trump. Ouais, ça peut sembler fou, mais il y a 3 ans encore, Donald Trump semblait perdu pour la politique, définitivement discrédité par les images de ses supporters envahissant le Congrès. Retour sur ces images, c'était, vous l'avez dit Antoine, le 6 janvier 2021, le jour où l'Amérique a failli basculer avec Loïc Delamornay au milieu des insurgés. À l'époque, c'était pour France 2. Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les Trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés.
Certains militants nous confient ce qu'ils espèrent obtenir avec ce coup de force. J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes. Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain? Oui, il le sera toujours. Dans ce chaos, au moins 4 personnes seront tuées, selon un décompte de la police. Et pensez donc, la très grande majorité des Républicains l'avaient lâché à l'époque. Et puis, l'électorat aussi avait boudé ses candidats, ceux qu'il soutenait lors des élections de mi-mandat. Aujourd'hui, Donald Trump dit je serai dictateur au moins pour un jour. Que s'est-il donc passé pour le retrouver plus dominateur que jamais sur le Parti républicain? Après cet épisode vraiment traumatisant pour les Américains du 6 janvier, la majeure partie de ses soutiens financiers et de son électorat, qui n'étaient pas des radicaux, eh bien, l'ont lâché, se sont dit il est allé trop loin parce qu'on ne remet pas en cause l'institution principale des États-Unis, la présidence de la République. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? Eh bien, Joe Biden, qui fait l'objet d'une véritable détestation à la fois par les républicains et par une partie du camp démocrate, ou en tout cas une grande déception pour les modérés. Et ce qui s'est passé aussi, eh bien, c'est qu'il n'y a pas eu d'alternative crédible à Donald Trump qui a émergé pendant ces 4 dernières années. Donc, lorsque Donald Trump est arrivé avec un discours relativement simpliste, manichéen, d'une certaine manière, les bons, les méchants, les justes et les injustes, ce discours-là, il a été accepté même par ceux qui ne voulaient plus entendre parler de lui après l'attaque du Capitole, parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour renverser Joe Biden en 2024. Merci beaucoup, Joséphine Staron, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Europe, la solidarité contre le naufrage, édité par Sinopia, le think tank dont vous êtes directrice des études et des relations internationales. Merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir suivi, à vous tous, le monde dans tous ses états. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, sur notre site internet france24.com.